Également, vous avez mentionné que vous organisez des expositions à travers votre librairie. Quel genre d'exposition? Eh ben, nous avons une toute petite galerie d'art. Donc, on fait des expositions d'art de tous les domaines, donc que ce soit des tableaux, de la photographie, n'importe quoi. Donc, actuellement, on a l'écriture arabe. Donc, ce sont des expositions artistiques. Et parce que je trouve que l'art et le livre sont complémentaires, ce qui fait que c'est très normal qu'ils soient ensemble. Et ces expositions, comment vous les organisez? Comment vous choisissez les artistes qui peuvent venir présenter leurs œuvres chez vous ou ce sont eux qui vous sollicitent? Les deux. Parce que quand même, nous ne sommes pas très anciens, ça ne nous fait que 3 mois, donc on n'est pas assez connus encore par les artistes, mais les artistes qui nous connaissent aiment bien venir présenter leurs œuvres ici. Et parfois, donc, on a des artistes qui nous proposent de présenter leurs œuvres, et d'autres à qui nous, on demande d'organiser une expo. Ces expositions, est-ce que vous choisissez un thème principal ou c'est une gamme de sujets que vous présentiez à travers l'exposition? Ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons le mois de la langue arabe, puisque le 18 décembre, c'est la journée internationale de la langue arabe. Donc, je voulais vraiment avoir des expositions qui soient en relation avec la langue arabe. Peut-être que à un autre moment, je ne chercherai pas un sujet spécial. Mais quand il y a un moment critique, on a un sujet. Vous parlez de moments critiques. Alors l'Égypte passe actuellement par plusieurs moments critiques. Est-ce que vous organisez par exemple des colloques, des rencontres afin d'expliquer au public des sujets comme la nouvelle constitution, l'avenir de l'Égypte? On a déjà organisé à plusieurs reprises des rencontres pour discuter de la constitution. Donc les gens se rencontrent et en parlent ensemble. Les gens s'expliquent ensemble. Et puis on a parfois quelqu'un qui vient expliquer, quelqu'un qui soit dans le domaine plus orienté qui en parle. On a eu plusieurs fois des rencontres avec des gens qui sont vraiment orientés dans la Constitution, qui ont parlé de la Constitution. Et parfois, ce sont des rencontres entre le public. Donc, on a de ça et de ça pour parler de la Constitution, si on parle seulement de la Constitution. Mais la vie n'est pas la Constitution. La vie est plein d'autres choses et donc n'est pas la Constitution seulement, je m'excuse. La vie est plein d'autres choses, donc on essaye de présenter pas mal de sujets culturels à travers la librairie. Je crois que également vous avez un lien avec l'Égypte en mouvement, l'Égypte en révolte, une expérience sur la place Tahrir, c'est ça? Bon, je suis une des personnes qui font l'organisation des hôpitaux sur place avec le groupe Atibba Tahrir, les médecins de Tahrir. Donc nous sommes un groupe de bénévoles, la plupart sont des médecins bien sûr, et qui organisons les hôpitaux quand il y a des problèmes. Et pas seulement sur la place Tahrir, un peu partout. Donc quand il y a des problèmes, on est là. C'est-à-dire que même quand il y a eu des problèmes à Port Saïd, on est parti pour aider là-bas. Et on aide, on organise l'hôpital, on fait le lien avec les hôpitaux, les vrais hôpitaux pour envoyer les blessés. Et donc, on essaye de faire quelque chose pour aider les gens sur la place quand il y a des blessés. Ou pas sur la place, n'importe où quand il y a des blessés. Parce que, en fait, la conception de Atibba Tahrir n'est pas seulement pour les révolutions ou pour les manifestations, c'est l'intervention médicale dans des cas critiques. Qu'est-ce que vous avez profité de cette expérience? On ne peut pas dire qu'est-ce que j'ai gagné ou qu'est-ce que j'ai pas gagné. Je suis sûre que ça change la personne. Oui, mais ça vous a marqué. Et sûrement, ça m'a marqué parce que j'ai vu la mort, j'ai vu les blessés, j'ai vu des gens, très souvent on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils agissent comme ça, mais on voit qu'ils agissaient avec un cœur vraiment humain et un amour pour l'Égypte inattendu. Je n'oublierai jamais la phrase que certains gosses nous ont dit pendant Mohamed Mahmoud, la première année de Mohamed Mahmoud, quand des gosses vraiment analphabètes et tout ça, des jeunes qui étaient sur les premiers plans,
et qu'il nous voyait, il nous disait quoi? Laissez-nous mourir, parce que nous, si on meurt, ce n'est pas nous qui vont rebâtir ce pays, mais c'est vous qui serez capable de le rebâtir. Alors laissez-nous mourir et rebâtissez le pays pour que notre mort ne soit pas pour rien. Et donc là, ça c'était une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et moi, j'ai cru au début que c'était parce qu'ils me connaissaient. Et puis j'ai réalisé qu'ils l'ont dit à toutes les personnes qui étaient cultivées, qui étaient avec eux. Chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qui avait l'air cultivé, qui avait appris et quelque chose comme ça, ils lui disaient « Retourne en arrière parce que c'est toi qui vas reconstruire le pays, c'est pas nous. Nous, si on meurt, le pays ne va rien perdre. Mais si toi tu meurs, le pays va perdre. » Et ça, c'est vraiment un sentiment très difficile de voir que les gens ont, à cet âge de 15 ans, ils sentent qu'ils ne peuvent rien donner à part leur mort. C'est très dur de penser qu'à 15 ans, on se dit « je ne peux servir qu'à la mort ». Vous avez également mentionné que vous avez passé du temps en France. En revenant, si on fait une petite comparaison entre le mode de vie et les conditions de vie de la femme en France et la femme égyptienne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Sur le plan loi et législation, notre loi est meilleure que la loi française. C'est-à-dire qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme en Égypte a le même salaire. En France, une femme qui fait le même travail qu'un homme a 30% de salaire en moins. Et ça, c'est par la loi. En Égypte, on n'a pas ce problème. Donc là, on a beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux en Égypte. Mais sur le plan de la vie de tous les jours, l'être humain égyptien et l'homme égyptien, le macho égyptien, ne voit pas la chose correctement. Et donc, il essaye de se montrer en macho et d'agir en macho, et de ne pas laisser la femme accomplir ce qu'elle a envie de faire, parce qu'il lui demande de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, de s'occuper de lui, de faire je ne sais pas quoi, et lui, il va vivre sa vie, va avec ses amis, va au café, et elle, la pauvre femme, elle travaille comme une folle le matin au boulot, l'après-midi à la maison, et 10 ans après le mariage, elle réalise que sa femme n'est plus cultivée, elle n'entend rien de ce qui se passe dans la vie, et parce que, en fait, et donc il se dit, ah tiens, je dois chercher une autre parce que celle-là, elle n'est plus capable de discuter avec moi. Mais en fait, c'est lui la cause, puisqu'il a fait d'elle une bonne à tout faire. Et je trouve que le problème n'est pas seulement un problème d'homme, parce que la femme qui a été élevée comme ça, et qui a vécu comme ça, et qui n'a pas été heureuse parce qu'elle a vécu comme ça, malheureusement, elle refait la même faute avec sa fille. Alors là, vous mentionnez des pressions non seulement de la part de l'homme, mais de la société sur la femme égyptienne. Mais sur le terrain, la femme égyptienne a bien survécu ces pressions. En fait, elle a bel et bien survécu ces pressions. Et même les gens qui sont assez justes le disent, que la révolution de 25 janvier n'aurait pas été faite et réalisée sans la femme. Et que c'est grâce à la femme qu'il y a eu cette révolution et qu'elle a continué, qu'elle a réussi. Bon, mais c'est-à-dire que la femme a été capable de faire plein de choses. Elle a été capable de dépasser toutes les impasses dans lesquelles elle est, mais quand même, c'est un pourcentage assez petit de femmes en Égypte qui a réussi cela. Et donc, j'espère que l'éducation va changer la femme, parce que sans éducation scolaire correcte, on ne peut rien changer. Donc, j'espère qu'un jour, on sera capable de donner une bonne éducation, que ce soit à la fille ou au garçon, dès leur petite enfance. Et comme ça, ils vont apprendre à être humains. Parce que comme je vous l'ai dit dans mon livre, je retrouve, et dans tous mes livres, je trouve que l'humanité fait qu'on accepte et qu'on comprenne le reste. Parce que si je réalise que nous sommes humains, je réalise que je ne suis pas meilleure parce que je suis un mâle, mais que je suis aussi humain qu'elle et qu'elle est aussi humaine que moi, on va devenir différents. Et à ce moment-là, on va réussir à avoir une vie différente et que la femme réussisse à avoir ses droits correctement, sans avoir à dire « je suis féministe, j'ai besoin de mes droits ». Parce que maintenant, on entend la mode de « je suis maliste, je cherche mes droits ». Bon, votre carrière comme écrivain, combien de livres vous avez écrits? Je ne les ai pas comptés en fait.
Je ne les ai pas comptés. Non, un peu 5. plus. Non, presque une vingtaine ou plus. Plus qu'une C'est un vingtaine. grand nombre de livres. Dans combien d'années? Quinzaine d'années. Il y a eu des livres qui ont été écrits Vous rapidement. avez de l'inspiration alors. Il y a eu des livres qui ont été écrits rapidement, il y en a d'autres qui ont pris des années. C'est-à-dire la démocratie m'a pris 3 ans à être écrit. Il a été écrit pendant que j'ai écrit d'autres choses pendant que j'écrivais la démocratie, mais c'est un livre c'est une collection de 3 volumes qui m'ont vraiment pris 3 ans pour être écrit. Et à travers votre maison d'édition, combien de livres vous avez déjà publiés? Et la maison d'édition, elle a publié actuellement 200 et quelques titres, mais on a un peu freiné les 3 dernières années après la Révolution, mais on va se relancer à pleine force maintenant. Dernière question, Dina El-Ramli, vous êtes optimiste ou non à propos non seulement de l'avenir de l'Égypte, mais plus précisément de l'avenir de la femme en Égypte? Je suis plus optimiste pour l'avenir de la femme que pour l'avenir de l'Égypte. C'est-à-dire que je crois qu'avec ce qui est arrivé les 3 dernières années, la présence de la femme dans tous les domaines et sa présence sur le plein front de la Révolution a fait que les gens ont commencé à voir que la présence de la femme est importante. Et je crois que petit à petit, les jeunes et les jeunes filles vont commencer à avoir devant elles des exemples de femmes qui ont réussi, qui ont manifesté, qui ont révolutionné, qui ont agi, qui sont actifs dans la vie. Donc des femmes actives et actives et actives et actives et à faire des choses et à faire des choses qui vont faire que ces jeunes petites filles et ces adolescentes qui regardent et qui cherchaient des exemples à suivre vont trouver quelqu'un et vont se dire « Ah tiens, j'aimerais être comme cette telle personne ». Ceci va encourager beaucoup plus de filles à avoir plus de caractère et de personnalité. Dina El-Ramli, à la fin de notre interview, de la part de l'équipe de femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment. Et c'est moi qui vous remercie.